Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et Amis qu'on retrouve sur la plupart des applications que vous connaissez, que vous utilisez. Et bien sûr, le fameux site gillesparent.com, très simple, pour voir tous les podcasts qui sont là depuis les 4 dernières années. On est à la 5e saison. Et vous pouvez aussi faire des recherches, d'une part, et d'autre part, nous écrire ou nous envoyer un message vocal. On est rendu aussi loin que ça dans la technologie. C'est absolument fantastique. Sylvain Charlebois est économiste, professeur en distribution et également politique et agroalimentaire à l'Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse, analyste, conférencier et podcasteur. Je ne sais pas quelle sorte de journée. Il ne doit pas dormir longtemps. Avec lui, on va faire une mise à jour dans le secteur de l'alimentation au cœur des préoccupations de tous et chacun. Food Professor, c'est son surnom et son nom, c'est Sylvain Charlebois. Bonjour! Bonjour, Gilles. Comment ça va? Ça va bien. Le Food Professor, c'est surtout pour les Anglais qui sont pas capables de prononcer mon nom. C'est ça le problème. Ah oui? Mais pour les Québécois, il n'y a pas de problème. Sylvain Charlebois, ça se dit bien quand même. Oui, quand même. Mais on te connecte bien comme ça, là. Oui, effectivement. Mais c'est drôle parce que, tu sais, c'est à Québec, beaucoup de gens accrochent sur le Food Professor. Ils adorent le dire, moi, j'aime comme ça. toi. Là. J'adore. Non, je suis un peu tannant là-dessus. Puis d'ailleurs, comme diraient les Québécois, je gosse là-dessus en masse. Partons général, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a toujours des choses à dire. Puis très honnêtement, je veux dire qu'il y a des auditeurs et auditrices qui nous écoutent en podcast. C'est toujours 400 000 personnes au moins par semaine qui viennent m'embaucher dans les nouveaux podcasts et les anciens. On se promène. Des gens disaient, on est dû là, parler... Effectivement, c'est très difficile d'avoir un sujet qui retient autant l'attention et qui fait autant parler. Tu sais, on parle de la politique, tout ça, mais ça n'a rien à voir. Le day-to-day, là, oui, on parle des prix des logements, mais tout le monde, tous mes amis, tous les membres, j'ai eu une réunion de famille récemment, Sylvain, puis tout le monde a parlé de l'alimentation, tout le monde a parlé de la nouvelle façon, tout le monde a parlé du fait qu'on se sentait mal il y a 5 ans de regarder le couponing, puis qu'on est tous rendus sur Reebee, puis on est tous rendus sur les... on est tous rendus avec la carte, le choix du président, puis c'est très drôle. J'ai dit, il y a eu vraiment, pas juste la pandémie, mais il y a eu beaucoup de changements qui ont été, je dirais, probablement catalysés par tout ça. Est-ce que c'est la même chose que tu vois partout au Canada, Sylvain? Ah, absolument. En fait, tu sais, partout au Canada, on voit qu'il y a un marché économe qui émerge, c'est clair. Mais moi, je pense que, Gilles, c'est pire au Québec. Parce que, Ah bon? Oui, parce que, tu sais, historiquement, les Québécois dépensaient plus en alimentation par rapport à leurs revenus. Là. On se situe autour de 13 %. La moyenne canadienne, c'est autour de 9 %. Fait que c'est vraiment une grosse différence. L'alimentation est perçu différemment au Québec. Hein? Ça fait partie de nos mœurs. Ça prend une grande place dans la culture québécoise. Puis quand tu te promènes à travers le Canada, quand les gens pensent au Québec, quand ils veulent aller au Québec, ils pensent souvent à la bonne bouffe là, québécoise. Ben oui, ben oui. Les gens veulent sortir dans les restaurants, veulent goûter à de la cuisine québécoise. Mais les Québécois, avec l'inflation alimentaire, ont été confrontés par des dilemmes assez cruels, là, parce que, tu sais, avec les taux d'intérêt qui augmentaient, ils devaient dédier plus d'argent pour leur hypothèque, carte de crédit. Puis, tu sais, le ménage québécois est très endetté comparativement au ménage, par exemple, américain. Okay. C'est pour ça qu'un 5 % de plus de taux d'intérêt au Québec fait beaucoup plus mal qu'un 5 % supplémentaire aux États-Unis. C'est pour ça qu'actuellement, les ventes alimentaires stagnent au Canada et au Québec parce que les gens vont vers les magasins à rabais, magasins du dollar, magasins non traditionnels pour avoir de l'alimentation. Mais est-ce que tu penses que la tendance baissière des taux de la Banque du Canada, qui est annoncée, puis là, on parle même de 50 points probablement au mois d'octobre, parce que là, l'inflation est basse, puis on a peur vraiment que l'économie ralentisse trop. Est-ce que tu penses que ça va nous aider à payer l'épicerie? Est-ce que d'une certaine façon, ça va... Oui, ça va paraître? J'en ai aucun doute. Quand tu regardes encore là, cette semaine, on a eu l'IPC du mois d'août par Statistique Canada, puis on le voit, là, tu sais, il y a là, les prix alimentaires ou l'inflation alimentaire s'est stabilisée depuis, moi, je dirais 4-5 mois. C'est sûr que les gens ne s'en aperçoivent pas, là, mais les chiffres nous le disent. Là. Le coût du logement augmente, mais a atteint un sommet en juillet. Fait que là, on voit qu'il commence à avoir un repli, ce qui va aider. Puis ça, c'est vraiment en raison des taux d'intérêt. Fait que, tu sais, je vais vous donner un exemple.
si le taux directeur diminue encore d'un 0,25 en octobre et quelqu'un a une hypothèque de 500 000 amortie sur 25 ans à taux variable, ben on parle d'un rabais de 2 000 pour l'année. Là. Donc, de 2 000 c'est 2 fois plus ce que l'inflation va forcer un ménage à 4 à dépenser en plus en alimentation cette année en raison de l'inflation alimentaire. Fait que, c'est un impact direct, c'est vrai. On voit vraiment là, que il y a une substitution, puisque les gens dépensaient plus pour s'assurer d'un toit au-dessus de leur tête, ils arrivaient à l'épicerie avec moins d'argent dans leur poche. Là, on commence à voir l'effet, en fait, le phénomène contraire. Est-ce que, je sais que vous étudiez, vous faites beaucoup de recherches, puis c'est scientifique ce que vous faites, à l'Université d'Alousie, mais est-ce que vous parlez de l'insécurité alimentaire? Parce que c'est un sujet qui revient beaucoup au Canada, moi, quand je lis là-dessus, donc plus grande que jamais. Est-ce que c'est une situation qui est uniquement liée à l'inflation? Oui, absolument. Okay. D'ailleurs, j'en parlais dans ma chronique de la presse cette semaine. Là, oui. J'en parle là, de ça. Je parle vraiment d'une crise alimentaire au Canada parce que souvent, nos politiciens vont nous dire c'est un phénomène mondial, l'inflation, tout le monde y goûte. Oui, jusqu'à un certain point, mais il y a certaines économies qui s'en sortent mieux que d'autres. Puis le Canada s'en sort pas très bien comparativement aux Américains. Puis je vous donne un exemple. Quand on regarde le taux d'insécurité alimentaire, OK? En 2015, puis je choisis l'année avec beaucoup de disons, de délicatesse, parce que c'est le début du régime Trudeau. Là. Oui. En 2015, les États-Unis et le Canada avaient les mêmes taux d'insécurité alimentaire, à peu près 12,9-13 okay? Juste pour être sûr qu'on suive, là, le taux, quand on dit insécurité alimentaire, c'est pas être capable de payer l'épicerie? C'est quoi exactement? Comment ça se définit? C'est pas être en mesure de se supporter pour acheter une diète OK, normal, mettons. Nutritionnel idéal, c'est ça, OK, exactement. Parfait, je comprends. Puis, il y a deux volets à l'abordabilité alimentaire, l'insécurité alimentaire. Il y a l'aspect abordabilité des prix, là, donc le niveau des prix. Mm-hmm. Puis, il y a aussi la capacité de payer, donc les revenus, les salaires. Mm-hmm. Fait qu'en 2015, on était à peu près au même niveau. Ce qui est intéressant quand on compare les deux économies, ce qui est intéressant, c'est que les deux économies ont vécu à peu près les mêmes choses par rapport aux prix alimentaires. Les prix ont augmenté autant aux États-Unis qu'ici. Là. Et les taux d'intérêt ont augmenté autant aux États-Unis qu'au Canada. C'est vrai que c'est presque similaire, oui. C'est ça. Sauf que 9 ans plus tard, on se retrouve avec un taux d'insécurité alimentaire de 22,9 %. Ben voyons. C'est une hausse d'à peu près 84 % du taux. Et les Américains n'ont pratiquement pas bougé. Mais où on l'a échappé? Moi, je pense que c'est où on l'a échappé. Écoute, la marge de manœuvre de la Banque du Canada, elle est extrêmement mince. Puisque tout le monde est endetté au Canada, okay, tu as les cartes de crédit, paiement de voiture, hypothèque, dette, tout ça là, fait en sorte que ça a été extrêmement difficile pour les Canadiens, tandis qu'aux États-Unis, les gens ont moins de dettes. Ils ont été en mesure d'absorber les augmentations des taux d'intérêt. Et Sylvain, est-ce que tu penses, juste parce que je sais qu'il y a une différence fondamentale, parce que j'ai des amis comme toi, tu dois en avoir qui vivent aux États-Unis, quand ils s'embarquent pour une hypothèque, mettons, de 25-30 ans, souvent, il y a un taux d'intérêt qui va être garanti sur 25-30 ans. Ce qui fait qu'eux autres, là, la fluctuation que moi j'ai vécue, fier d'avoir un 1,7 % ouvert, puis je me ramasse avec un 5,9 et 6, ça change une game pas mal. Est-ce que le fait de pouvoir tabler sur une stabilité constante sur presque des dizaines d'années du côté du logement, c'est un élément qui rassure le public américain là-dessus? À mon avis, oui, c'est certain. Mais je pense qu'au niveau fiscal, les Américains ont beaucoup plus de choix. C'est sûr. C'est vrai, au Canada, on a un régime très socialiste qui vraiment offre une sécurité à beaucoup, beaucoup de monde. Mais il coûte très cher. Mais c'est évidemment, le régime coûte très cher. C'est un choix, c'est un choix qu'on a, puis il y a beaucoup de gens qui sont fiers de ces choix-là, mais il y a des conséquences à ces choix-là. Et puis, quand on voit un marché
vivent une turbulence comme on vient de vivre depuis 2-3 ans avec l'inflation, c'est sûr que notre capacité d'absorber les contre-coups de tout ça est moins élevée qu'aux États-Unis. J'ai l'impression, sans pouvoir le vérifier, mais je pense que tu es la meilleure personne pour nous en parler, j'ai l'impression que plus jamais, la plupart des consommateurs, tu sais, on fait des blagues, mais dans un couple, souvent, il y en a un des deux qui fait l'épicerie. Il y en a un qui cuisine plus, des fois les deux cuisinent, mais si je me fie à mes amis, là, tu sais, 4, 5, 6 groupes d'amis assez proches de moi, il y en a un ou une dans le couple qui fait l'épicerie, puis cette personne-là sait les prix plus que jamais. J'ai comme l'impression que la nouvelle façon de mieux regarder les prix, de mieux s'informer, de dire, bon, j'ai besoin d'une protéine, mais je prendrai celle qui est la moins chère, j'ai l'impression que ça va durer. J'ai l'impression qu'on a changé de quoi pour de bon dans notre façon de consommer à l'épicerie. Pour de bon, je suis pas sûr. J'aurais aimé ça que tu me dises, oui. Non, mais on est faiblard. Vous savez, Gilles, mais j'ai 64. C'est 64. Moi, j'ai 54, mais je suis assez vieux. Je suis assez vieux pour me rappeler du début des années 80. OK. Vous vous souvenez du début des années 80? Oui. C'était vraiment le taux d'inflation était à 15 %. Quand j'ai voulu m'acheter une voiture, c'était à 18 % pour le. Exactement. Mais moi, je me souviens en allant au supermarché avec mes parents, on n'achetait rien si c'était pas en spécial. Là. OK, moi, je me rappelle. Mais j'étais trop jeune, peut-être. Ben, quand j'étais trop jeune. C'est-à-dire que je faisais pas l'épicerie, mais non, j'en doute pas parce que c'était tellement élevé. C'est vrai que Exactement. Puis à l'époque, je me souviens, on mettait, les marchands devaient mettre un prix sur chaque item. Et s'il n'y avait pas une étiquette rouge on le prenait pas. Indiquant qu'il était en spécial, on le prenait pas. Mais en fait, on revit un peu ces années-là, à mon avis. Mais la grosse différence entre le début des années 80 puis aujourd'hui, c'est que, tu sais, aujourd'hui, le plus gros groupe démographique qu'on a, c'est les millénarios. Et les millénarios qui dépassent les boomers maintenant, là, de loin, là, les millénarios ont vécu un phénomène macroéconomique violent plus tard dans la vie. Tu sais, moi, je suis de la génération X. Oui. Quand le taux de chômage avait monté à 15 % puis les taux d'intérêt étaient à 15 % moi, je sortais de l'université, je n'avais pas d'enfants, je n'avais pas d'hypothèque, je n'avais pas de paiement. Pas trop de charges, c'est vrai, pas trop de charges. Mais les millénarios, eux autres, là, il y en a beaucoup. Les plus vieux ont 45, 46 ans aujourd'hui. Là. Il y en a plusieurs qui ont des enfants, des voitures, une hypothèque, peut-être même 2 hypothèques. Et un là, chalet, une piscine, là, c'est ça. Ils ont commencé leur carrière en pensant que l'argent était gratuit. Fait que là, eux autres, là, ils se sont fait ramasser carrément depuis les 2 dernières années. Puis c'est vraiment eux autres, le moteur économique qu'on a besoin, ça vient d'eux. Là. Fait que dans quelques années, pour répondre à votre question, dans quelques années, moi j'ai l'impression qu'on va revenir un peu aux gâteries. On va revenir un peu où ce qu'on était, mais ça va prendre du temps. Là. OK. Le temps d'absorber, peut-être de payer quelques dettes. Là. Puis encore, et là, on va oublier comment c'était difficile, puis on va recommencer à faire des folies, puis tout ça. Ben d'ailleurs, quand on se parle autour du feu l'été, on avait des discussions, on se disait, écoute, on aurait dû s'appeler, nous autres, pendant la pandémie, puis se dire, ben, ça ne durera pas. Tu sais, dans le fond, on a comme eu une période où on se disait, mais là, il faut se gâter, tu sais, tout le monde. Bon, on a tout dit là-dessus, mais en même temps, on l'a fait. Là. Il y a beaucoup de Québécois, particulièrement les Québécois, qui sont gâtés, puis on a une vacance ici, on ne peut plus sortir, on ne peut plus aller en vacances, comme si soudainement, notre réflexion, Sylvain, c'était, ben, comme on ne prendra plus jamais l'avion de notre vie, puis on va y repris, ben, achetons-nous une piscine creuse. Tu sais, on a été drôle on était des vrais humains qui sont, je dirais, instables émotivement. Effectivement, mais c'est sûr que l'infrastructure agroalimentaire s'ajuste pour desservir un marché économe actuellement. Comme vous avez remarqué, il y a beaucoup de conversions de magasins en magasins à rabais actuellement au Québec. Je pense qu'il y en a une 60aine. Mais c'est Provigo qui disparaît à vitesse de l'éclair. Là, avec Provigo pour du Maxi. disparaît. Il y a des métros qui sont convertis en Super C. Ouais. Il y a plusieurs magasins du dollar. Fait que c'est sûr que il va y avoir une infrastructure, il va y avoir disons, un héritage là, à ce qui se passe actuellement, mais ça va éventuellement, on va commencer à revoir des indépendants qui nous offrent du caviar, des pâtes de crabe, des choses qu'on aimerait avoir dans nos vies, là, mais on n'a pas les moyens pour l'instant. Tu sais que même la SAQ, cette semaine, annonçait que ses ventes en volume étaient en baisse. Les revenus sont en hausse puisqu'ils chargent plus cher, mais malheureusement, par volume, là, les ventes sont en baisse de 2,5 % pour une 2e année consécutive. Pourquoi? Parce que les Québécois n'ont pas d'argent.
Parce que tu parles des magasins rabais, ça m'intéresse. Il y a 2-3 affaires. Juste te dire pour te faire sourire, je pense pas que tu vas être surpris, mais pour les auditeurs et auditrices, ça peut être un étonnement. J'ai jasé avec quelqu'un qui est vraiment dans la haute direction du développement des Dollarama. Puis il me dit, nous autres, on a une situation très différente dans le marché de l'immobilier parce que, bon, quand ils louent ou qu'ils achètent, mais ils louent, c'est plus de la location qu'ils font. Mais il me disait, nous, on prend les pires places, les moins intéressantes, les centres d'achat tout croche, puis nous autres, on s'installe là. Puis ça marche. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que je suis sûr que c'est vrai. Parce qu'il dit, nous autres, on n'ira pas au centre-ville payer des 250 pièces du pied carré. On s'en va dans le petit centre d'achat tout croche où il y a 3-4 affaires de fermées. On s'installe là, bang, puis le monde vient. Est-ce que tu penses que c'est vrai, toi? Ben oui, absolument. Il y a une force d'attraction. C'est sûr qu'il y a des rumeurs comme quoi, oh mon Dieu, le Dollarama va arriver avec des frigidaires, avec des congélateurs, parce que dans le domaine, tu sais, les ventes sont en hausse de 7,4 %. C'est fou comment ça marche, là. Ben oui. Et une grosse portion de ce 7,4 % émane des ventes alimentaires. Fait que là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de rumeurs comme quoi, les Dollarama vont avoir des frigidaires. Moi, j'y crois pas parce que ça coûte cher avoir des frigidaires. Oui, ça brise tout le temps. Mais demande à n'importe qui en a. Ça brise tout le temps. Toujours brisé. C'est énergivore. Ouais. Puis eux, le Dollarama regardent leur coût. Alors, c'est sûr que... Puis les deux choses qui coûtent très cher pour un marchand alimentaire, c'est la main-d'œuvre puis l'immobilier. Puis Dollarama comprend ça, là. Ça, c'est clair. On minimise les coûts pour ce qui est de la main-d'œuvre, puis on minimise les coûts pour ce qui est d'immobilier aussi. Sylvain, Dollarama, leur modèle d'affaires, c'est pas Walmart. Walmart a fait une incursion marquée, et je te dirais plus que ça, réussie dans le monde de l'alimentaire au Québec. Ça a commencé avant, mais ça fait partie des discussions constantes. Moi, ce que j'entends... C'est drôle, Gilles. Quand j'étais au Québec, les gens, surtout quand j'étais interviewé par certains journalistes de stations que je n'aimerais pas. Là. Non, mais mettons, TVA, LCN ou autre. Non, c'est pas LCN, les autres sont corrects. C'est que souvent, tu sais, je leur dis, Walmart a bien réussi, puis là, on me pose la question, il y a des gens qui vont chez Walmart pour acheter de la nourriture. Tu sais, je dis, la dernière fois que j'étais là, j'étais pas tout seul. J'étais au Québec. On dit encore ça aujourd'hui, pas vrai, là? Ben voyons donc. Voyons donc. Faut voir l'espace que... C'est parce que, tu sais, il y a un élitisme alimentaire parfois dans certaines factions. Tu sais, Gilles. Oui, je sais. Je suis très conscient de ça. Les gens de ça. s'en vendent pas. Puis moi, je vais prendre des photos. Je vais dire, il y a des bons rabais chez Walmart. Profitez-en, blablabla. Puis c'est ça. Ouais. Mais quand tu parles à des gens sur leurs habitudes alimentaires, ils vont te dire, je sais, j'en parle autour, je suis pas là, je dis ce que j'entends, là, je dis pas que c'est vérifié scientifiquement. Mais les gens vont dire, IGA, c'est toujours plus cher qu'ailleurs. Ça, tu entends ça tout le temps. Puis le panier, tout ça. Je sais même pas si c'est vérifié. Mais ils vont dire aussi, Walmart, ce que j'aime de Walmart par rapport à Costco, ils vont dire, Walmart, de toutes les marques. Si tu veux des céréales, ils en ont 17 sortes, comme au métro, comme au IGA, comme ailleurs, alors que Costco va t'imposer 2-3 grandeurs très, très immenses, mais avec des sortes que tu dois, qui t'imposent. Fait que dans le fond, les gens remarquent ce genre de choses-là. Et moi, je te dis, mais je prends mes fils là, qui sont 32 ans et 30 ans, ils ont switché dans les 2 dernières années, ils vont 80% de leur épicerie à fond soit Maxi ou Walmart. Fait qu'ils ont compris, eux, qu'il y a de l'alimentation là. Ah oui, non, effectivement. C'est encore le plus grand détaillant au monde, Walmart, à ma connaissance? Oui, c'est le plus grand marchand alimentaire aux États-Unis. Aussi, oui. Il occupe à peu près 20% du marché, mais c'est le plus... Écoute, c'est une machine, le Walmart. Là, c'est immense, le Walmart. Là, c'est 1,8 million d'employés. Alors, c'est fou. Et en fait, ce que je comprends très bien, ça me rappelle mon père de regretter mémoire qui disait « Je n'irai pas chez Walmart, les Américains, on encourage les Américains. » Là, moi, je disais, je ne suis pas un spécialiste, mais je disais, tous les employés sont de ta région. Là. Puis les produits du Québec, les produits du Québec, ils en vendent parce que des patates et des tomates, là, ils viennent pas toutes de l'Iowa. Arrête, là. Ouais. Fait que, puis je disais, écoute, c'est une entreprise qui est installée, qui paye des taxes. On peut toujours dire le géant américain, mais tant qu'à ça, quand on a une montre, là, je sais que ma Apple est faite probablement au Japon ou en Chine. Eh oui. Voyons donc. Effectivement. On n'en sort pas quand on arrive là. Bon, OK, alors, est-ce que c'est... Je veux finir là-dessus. Ben, pas finir le podcast, j'ai 2-3 autres questions, mais sur l'Oblast, là, qui transforme les Provigo en Maxi, est-ce que c'est une tendance lourde? On peut imaginer que les Provigo vont disparaître complètement? Parce que là, il y a des petits Provigo par chez nous qui deviennent Maxi. Moi, je pensais que c'était à la grandeur, puis c'est à la grosseur, mais ça a l'air que ça compte moins. Là. Non, je sais pas. Okay. La stratégie de l'Oblast au Québec m'a toujours un peu... étonné? Ouais. J'ai toujours cru, tu sais, parce que l'Oblast a acheté Provigo en 1998.
OK? Puis je pensais à l'époque, bon, il était pour s'adapter, comprendre le marché québécois. J'ai jamais senti que Loblaws comprenait le marché québécois. Évidemment, il y a Maxi qui fonctionne très bien. Oui. Puis je pense que ils se sont bien adaptés, mais Maxi, c'est une copie de leur stratégie No Frills ailleurs au Canada. Là. OK. No Frills, c'est un. Puis en Ontario, la plus grande bannière, c'est No Frills, qui appartient à Loblaws. OK. Mais au Québec, le marché est différent. Là. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils vont garder des Provigo? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ils pourraient en garder quelques-uns ou ils attendent tout simplement parce que je pense qu'il y a encore quelques magasins qui appartient à des indépendants. Là. OK. Et puis, ils attendent juste que leur la contrat... fin du bail, la fin des contrats. C'est ça. Je comprends. Exactement. OK. J'ai l'impression que Puis, c'est ça qui se passe. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des... moi, j'ai lu ça, je me demande si c'est pas toi qui avait ça sur ton fil de X, là, sur le réseau, qu'il y avait des magasins 100% marque maison, comme par exemple, je sais pas, Sans Nom ou Choix du président. C'est-tu Loblaws qui fait ça aussi? Un test en Ontario? Loblaws vient de démarrer une nouvelle bannière qui s'appelle No Name, donc sans nom. Et puis, ils ont ouvert 3 magasins à St. Catharines, Windsor et puis Brockville en Ontario. C'est un projet pilote. J'en ai même parlé avec le président de Loblaws. Son nom, c'est Purbank, pour m'en parler. Là. Ouais. Il voulait m'en parler de son projet. Puis, tu sais, quand tu regardes le modèle de No Name, c'est vraiment un magasin du dollar à la Loblaws. Il n'y a pas de frigidaire. Il y a 1300 produits, 10 000 pieds carrés. Tu as besoin d'à peu près 8 employés pour opérer un magasin comme ça. Tourner l'inventaire, c'est pas un problème. Fait qu'on voit vraiment qu'on veut diminuer les coûts au maximum. Puis on s'attaque vraiment à Dollarama puis à Tigre Géant. Là. Ça, c'est clair. Je comprends très bien. C'est ce que je m'en allais là. J'ai dit, c'est sûr qu'il s'en va quelque part. Moi, j'ai l'impression que d'ici 12 mois ou 18 mois, on pourrait commencer à avoir des magasins sans nom opérés par Loblaws au Québec. Je suis sûr de ça. Aucun doute pour moi. Aucun doute pour moi parce que moi, je pense qu'il va rester l'intention de n'avoir pour son argent dans la nouvelle façon de magasiner, particulièrement à l'épicerie, parce que les gens ont compris ce que ça avait comme impact. Aller chercher des rabais quand ils sont là, s'inscrire en ligne pour ramasser un 10 piastres là, puis un 20 piastres là, puis une carte de... Tu sais, on est ailleurs. Là. Il y en a plusieurs comme moi, sans aucune prétention, mais qui s'en occupaient pas. Puis qui aujourd'hui le font. Fait que j'ai l'impression que l'intérêt pour ça est... Tu sais, quand tu achètes des nouilles, mettons, pour faire des nouilles là, pour tes enfants, que ça soit No Name ou que ça soit Catelli, honnêtement, là, il n'y a pas un enfant qui va dire « Ah, c'est pas pareil, tu sais, c'est pas comme... » J'allais dire, c'est pas comme le ketchup. C'est pas comme le ketchup, parce que le ketchup, il y a encore des gens qui disent que entre je me souviens pas des autres marques, là, mais c'est quoi l'autre gros nom de ketchup? Il y a Heinz, mais il y a l'autre French. C'est ça? French's, c'est ça. OK, alors, mais c'est toujours intéressant de voir, mais je pense qu'on... Heinz est en avant de loin. J'en doute pas. J'en doute pas beaucoup. J'ai quelques sujets, je dirais, en salmigondis qu'on va regarder ensemble. Entre autres, le gouvernement qui a décidé de s'attaquer au fouillis des pourboires dans les restaurants, presque démesuré maintenant, parce que ça, c'est un autre sujet. Quand on parlait de sujet... Le projet de loi 72, Oui, parce que, Sylvain, quand on parlait de sujets importants, puis que moi, pour en parler avec des amis, c'était vraiment un sujet qui revenait beaucoup, les pourboires, puis ça a comme été installé par le fait de ne pas avoir le fameux no-touch là, pendant la pandémie. Donc, on ne va plus toucher à l'argent, plus toucher à rien. Fait que finalement, ils ont installé des codes sur les machines. Mais là, il y avait le 15, 20, 15, 18, 22. Mais là, j'ai des endroits, ça commence à 18. Là. 18, 22, 25, 30. Puis tu as un malaise, même si on peut toujours switcher. Puis, souvent, tu as un 18 en partant avec une petite face, un emoji avec... avec une tristesse, là, pour te faire sentir coupable, bien sûr. D'ailleurs, si tu n'en mets pas, tu te passes pour un salaud, tu te fais regarder de travers. Puis... Non, il y a quelque chose d'un peu... Bon, d'abord, parlons de la loi. Est-ce que le gouvernement fait bien d'intervenir? Est-ce que ça pourrait être suivi ailleurs au Canada, Sylvain? Tu sais, moi, je suis un capitaliste de nature, là. Puis j'aime pas ça quand le gouvernement intervient, mais dans ce cas-ci, je pense que le gouvernement a raison de faire quelque chose parce que le secteur, le leadership de la restauration, que ce soit au Québec ou ailleurs au Canada, a manqué à son devoir, à mon avis. On aurait dû vraiment contrôler le débat du pourboire, mais on a tout simplement, on s'était tout simplement désintéressé au débat. On a fermé les yeux, OK, c'est ça. On n'a jamais vraiment voulu apprécier le fait que les gens sont
sont mal à l'aise avec l'approche, avec les terminaux, avec l'approche. Le fait que souvent, on voit que le pourboire s'applique sur le montant avec les taxes et non sans les taxes. Ce qui, d'une certaine façon, est scandaleux quand on y pense. Ça n'a aucun sens de payer des taxes sur des ça taxes. m'est arrivé en fin de semaine. Encore? Oui, avec ma famille. Moi, j'offrais un pourboire de 18 %. Et puis, la demoiselle m'est arrivée avec ma facture et le terminal en même temps. Fait que j'ai pas eu le temps de calculer quoi que ce soit. Là, Mm-hmm. Je voyais que vraiment, elle était un peu pressée pour libérer la table, c'est correct. Mais finalement, c'est ça, en recalculant, là, le 18 % était appliqué sur les taxes et le montant. Fait que mon pourboire, moi, je l'ai donné 18 %, mais en fin de compte, je donnais 21 %. Ça commence à être de l'argent, là. OK. C'est un brunch en famille, là, 100 $. Mais on parle de 2,35 $, mais 2,35 $ une semaine, une autre semaine, c'est un autre montant, ça s'accumule. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment, à la longue, là, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, je pense que le gouvernement québécois a pris la bonne décision de s'adresser à ce problème-là. Et les coûts cachés aussi. Faire le ménage. La même loi, je pense, s'attaque aux coûts cachés. Ils veulent qu'on mette plus clair les affiches sur l'épicerie, c'est ça? Oui, bien, tu sais, le département en fait, le ministère de la Justice au Québec, moi, à mon avis, ce qui est le plus intéressant pour ce qui est du projet de loi 72, c'est vraiment ce qui va se passer à l'épicerie. D'ailleurs, quand tu vas te promener dans les allées, tu vas savoir qu'est-ce qui est taxable et non taxable. Il y a 4600 produits qui sont taxables à l'épicerie. Ouais. J'aurais dit 200. Je vais te donner un exemple. Si tu achètes une boîte de barres granola à 6 barres, c'est pas taxable. C'est de l'alimentation aux yeux de Revenu Canada. Okay. À 5 barres, c'est taxable. Puis toi, tu le sais pas. Fait que quand tu arrives à la caisse, puis d'un coup, tu réalises, hey, wow, je paye une taxe. Quand tu as 3-4 personnes qui attendent et tout ça, bon, c'est ça. Mais dans le fond, ce que Québec tente de faire, c'est de clarifier les règles du jeu lorsque les gens magasinent en magasin en sachant exactement quels sont les prix membres, non membres. Quel est le coût unitaire au 100 grammes pour toutes les catégories? Est-ce que le produit est taxé ou non? C'est ce genre d'affaires-là que, à mon avis, va faire du bien pour les consommateurs québécois. Là. Dis-moi, comme je te dis, je passe d'un sujet à l'autre, c'est toujours lié quand même au monde de l'alimentation d'une certaine façon. Je voulais qu'on parle un peu des quotas, des problématiques de l'actualité, parce qu'on parle beaucoup de quotas, entre autres dans le poisson, l'est du pays. Comme tu es un gars de l'est, on va abuser de ta présence. Ouais. Puis là, j'entends toutes sortes de choses. J'ai lu un peu, j'ai essayé de m'informer à ma façon, mais je suis pas certain de comprendre qui est à l'origine du problème ou si c'est pas une roue qui tourne. Par exemple, on dit souvent que les phoques sont responsables de la diminution notable de la qualité de poisson dans l'est du pays. Mais est-ce que c'est vraiment ça dans la chaîne ou il y a d'autres choses, où il y a des lois, il y a des quotas? Dans le fond, on dit il va manquer de poissons parce que les phoques mangent 5 fois leur poids, tout ça. Mais qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Si on démêle tout ça, là? Oh boy, c'est compliqué, hein? C'est vraiment compliqué, puis il y a beaucoup de rumeurs, puis c'est sûr que la recherche, on tente de vraiment bien saisir ce qui se passe, mais tu sais, les océans on nous offre beaucoup de mystères. Hein? C'est très difficile de mesurer la population de certaines espèces et de contrôler tout. Là. Mais on est mieux équipé qu'avant. Puis les politiques, les règles commerciales s'adaptent en conséquence. Fait que c'est sûr que, tu sais, en bout de ligne, on vient qu'à frustrer le secteur, là, le monde privé. Mais en même temps, je pense que c'est une bonne chose qu'on tente de mieux contrôler. Mais ce qui m'inquiète, Gilles, c'est qu'il y a beaucoup, actuellement, le gouvernement, surtout au fédéral, là, se laisse influencer par beaucoup, beaucoup de groupes environnementalistes qui, à mon avis, exagèrent un peu. Là. OK. Donc, les entreprises commerciales sont vues comme les méchants, là, d'une certaine façon. Ben, on utilise les réseaux sociaux pour faire peur aux gens, puis ça marche. Tu sais, ça marche. Fait que les gens disent, oh mon Dieu. Puis on peut pas voir. Tu sais, les océans, c'est pas quelque chose qu'on voit. C'est pas comme le bétail non, ou la volaille ou, tu sais, ou la production laitière. C'est pas quelque chose qu'on peut voir. Fait que s'il y a certains alarmistes qui disent, oh mon Dieu, on perd tous nos poissons, il y a un problème, ben les gens vont le croire.
Oui, parce qu'on Ouais. peut pas, c'est vrai qu'on peut pas vérifier. Puis, puis d'autant que, oui, il y a les producteurs, puis il y a les promoteurs canadiens, mais l'étranger aussi, quand tu arrives un peu plus loin dans la mer, ben là, il y a des pays autres qui viennent pêcher aussi. Fait que c'est vrai qu'on peut en perdre notre latin, c'est difficile à suivre. Mais tant qu'à perdre notre latin, je vais aller sur un autre sujet que moi, j'arrive pas à saisir totalement. On change, on s'en va dans la faune à quatre pattes. Le caribou, parce qu'on parle du caribou, puis là, c'est une guerre, puis encore là, il y a d'un côté les gens dans les villages qui vivent du bois, qui disent avec raison, la dignité pour nous, c'est de travailler. Si on met des quotas, si on brime le fait en fait, si on protège tellement les caribous qu'on peut plus couper d'arbres, on peut rien faire, ben là, le monde ne travaillera plus. Fait que tu sais, c'est pas la même problématique, mais c'est deux problématiques. D'un côté, tu veux sauver les caribous qui décroissent, puis de l'autre côté, ben tu vas arriver dans des villages où tu vas sacrer ça à terre parce qu'il n'y aura plus d'ouvrage. Oui, non, effectivement. Oui, non, c'est sûr qu'encore une fois, c'est un sujet qui est très délicat. Ben oui, je sais. Je me souviens du scandale des chevreuils à Longueuil ou à Boucherville. C'est Longueuil, entre autres. Je ne suis pas sûr que c'est 100% réglé. Là. En plus. Exactement. C'est difficile d'avoir un débat urbain lorsqu'on a affaire à des enjeux qui sont vraiment, vraiment rurales. Ouais. Fait que c'est pour ça que je trouve ça drôle. Moi, j'étais un gars de campagne. Fait que je vais comprendre que le style de vie est différent, mais je trouve ça bizarre parfois lorsqu'il y a des gens de ville qui disent « Oh mon Dieu, il faut sauver le monde », mais ils ne comprennent pas nécessairement la vie rurale ou les enjeux dans ces comités-là. Puis on le voit ici en Nouvelle-Écosse aussi, c'est la même chose. Même chose. OK, je reviens un peu plus à l'épicerie. Je veux qu'on parle de réduflation, le shrinkflation, je pense qu'on dit en anglais. Est-ce que c'est là pour rester? Moi, de ce que je vois, oui, mais parce que ça a été amené, on disait, par la pandémie, les prix élevés. On voulait que les prix soient pas trop élevés, donc ce qu'on faisait, c'est qu'on en mettait moins. Fait que c'est pour le producteur, il réussit à faire son profit. Mais est-ce que c'est une chose qui, à ton avis, va perdurer? Moi, je pense que j'imagine ta question, c'est est-ce que les produits qui ont été réduits vont demeurer réduits? Oui, c'est ça. Ma question, c'est que, mettons que j'avais 16 biscuits avant, puis je suis rendu à 12, ils vont-ils remonter à 16 ou ça serait étonnant, mais je te pose la question pareil. Oui, moi, je pense qu'il pourrait y avoir un autre phénomène où les manufacturiers pourraient augmenter les prix ou augmenter les quantités, mais pourraient aussi augmenter les prix de façon disproportionnelle aussi. Ah oui? Ça va dans les deux. Oui, ça va peut-être on a commencé à voir certains cas comme ça en Europe. Je ne sais pas si tu sais qu'au Canada, McDonald's vient de sortir un nouveau produit qui s'appelle le Big Arch. Le Big Arch. Big Mac, le plus gros jamais vu, là, c'est ça? Ah, exactement. C'est 1100 calories. C'est un demi-livre de bœuf, imagine. Mais quand tu regardes le prix, c'est 11 $ à peu près. Quand tu regardes le prix au volume, là, c'est plus cher qu'un Big Mac. Là. OK. Quand tu divises en grammes, là, tu te rends compte qu'au gramme, ça revient plus cher, c'est ça? T'en obtiens plus, mais tu payes plus aussi. Fait qu'il y a aussi ce phénomène. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait être la suite de la réduflation 2.0. Il y aurait les deux, dans le fond. Il y aurait une réduflation qui est installée, puis il y aurait pour ceux qui veulent se gâter, entre guillemets, parce que si tu compares, mettons, un Big Mac, c'est niaiseux ce que je vais dire, mais si tu prends un Big Mac plus gros, plus ci, plus ça, à 11$, t'es quand même pas rendu d'un restaurant bistrot où un steak est à 70$, tu comprends? Fait que t'as un jeu pour exciter, entre guillemets, les papilles des gros mangeurs ou des grosses mangeuses. Non, exactement. Fait que c'est pour ça que, tu sais, dans le fond, parce que l'industrie a mal paru avec la réduflation. Là. Beaucoup de gens, avec nos téléphones, on s'est aidés. On s'est créé une mémoire collective. Mais s'ils pensaient que ça passerait en douce, ça n'a pas marché. Là. C'est assez clair. Parce que ça a passé en douce en 2008-2009. Moi, je me souviens très bien. La réduflation, c'est pas quelque chose de nouveau. Là. Ah ouais, arrête donc, je savais pas. Ben non, ça fait des années que ça existe. C'est juste que ce qui a changé depuis quelques années, c'est les réseaux sociaux. Là, et notre habileté de prendre des photos puis de partager une photo. Ça fait le tour vite quand c'est un sujet comme ça. Puis les gens peuvent comparer tout ça. Fait que c'est pour ça que l'atelier qui a été
qui a été reconnu. Les gens, en reconnaissant ce problème-là, ben, c'est un problème d'image pour les industries. Fait que je m'attendais à une réplique, je m'attendais à une réponse, puis la réponse, c'est un peu ça. C'est vraiment d'offrir des produits plus volumineux, mais avec des prix plus élevés aussi en même temps. Fait que, tu sais, dans le fond, je pense pas que la réponse va nous offrir des meilleurs rabais. Je pense pas. Hey, j'avais une question régionale pour toi, parce que tu vis, je pense, avec ta famille depuis une dizaine d'années en Nouvelle-Écosse, c'est ça, je comprends? Ouais. Bon. Ouais. Eh bien, on dit que la capitale canadienne du vol à l'étalage, c'est la Nouvelle-Écosse. C'est vrai, ça? Oui. Mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, là. C'est pas toi, là? C'est pas toi qui as parti ça? Écoute, tu sais, l'année passée, là, je me souviens, j'allais dans un Loblaws, je m'en allais vers un Loblaws, puis il y avait 4-5 personnes qui avaient une pancarte devant le magasin, puis c'était marqué sur la pancarte « Legalize shoplifting ». Légaliser le vol à l'étalage. Le vol à l'étalage. Ben voyons. Je te jure. J'en revenais pas. Mais j'ai pris pourquoi? une photo. Je l'ai mis sur X. Mais pourquoi? J'ai pas mis la face des gens parce que ce qu'ils faisaient, c'était illégal. On ne peut pas encourager quelqu'un de briser la loi parce que en soi, c'est de briser la loi de faire ça. Mais moi, j'en revenais pas. Je pense que, tu sais, on a fait un sondage, je pense que c'était l'année passée ou il y a 2 ans, auprès des Canadiens, puis on leur demandait est-ce que la nourriture est un droit et est-ce que la nourriture devrait être gratuite au Canada? OK? Arrête. Puis, j'imagine que tu penses que c'est une question farfelue, là. Oui. Mais sais-tu que 21% des Canadiens pensent que la nourriture au Canada devrait être gratuite? Tu voté NPD? Je sais pas, mais il y a 6 mois, je rencontrais des cadres de l'industrie agroalimentaire ici à Halifax. Puis je leur ai dit ça. J'ai dit 21% des gens au Canada pensent que ce que vous faites vaut absolument rien. Puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont partis à rire ou à pleurer? Ben, c'est sûr qu'ils sont partis à rire. Ben, ça n'a aucun bon sens. Là. Quand on y pense, ça veut dire que quoi? Que tout le monde peut avoir du caviar, du homard. Mais ça sonne une réponse de quelqu'un qui comprend. Si on vous donnait ça gratis, seriez-vous d'accord? Tout le monde dirait ça. Mais en même temps, ça me ramène, c'est drôle parce que là, tu m'allumes sur quelque chose que j'ai déjà lu et que j'ai repris souvent à la radio quand j'en parlais. Il y a un sondage canadien qui avait été fait, puis il avait dit finalement, pour votre retraite, parce que là, il y a des gens qui travaillent plus longtemps, puis on continue. Ouais. Comment pensez-vous pouvoir régler ça, votre retraite? Puis il y avait près de 10% des Canadiens qui avaient dit on va gagner à la loterie. Ben voyons donc. Ben, je te dis, ben oui. Fait que là, je me disais, OK. Fait que là, ouais, mais parmi nos petits travers agréables, un petit verre de vin, un petit verre de ci, un petit verre de ça, petite loterie, mais il y avait l'espérance, dans le fond, de régler tous ces problèmes. Fait que je trouvais que 10%, c'était beaucoup. Mais en tout cas, je connais pas l'échantillonnage. Je sais que j'irai pas loin à l'université. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a des compagnies qui abusent, qui profitent de la situation. Tu comprends, là, tu sais, il y a un courant de tout ça. Fait que les gens disent, ben si on se fait avoir à l'épicerie, pourquoi pas voler? Tant qu'à faire, ben oui. C'est un peu ça la majorité, tant qu'à faire. Puis moi, je trouve ça ridicule parce que si on est rendu là, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Là? On a une société de droit ici. Ah oui, où le vol à l'étalage, ben c'est ça. C'est pour ça que moi, pendant à peu près 2 ans, j'étais un peu inquiète du ton. Là, parce que moi, écoute, je défendais beaucoup les bannières. Moi, je crois à l'entrepreneuriat. Je pense que les entreprises font du bon travail. Ils ont le droit de faire de l'argent. Ben oui, on doit faire de l'argent. Puis en même temps, il faut que... Puis on le voit. Moi, en tout cas, je le vois. Je ne sais pas si c'est la même chose que tu remarques, mais depuis quelques mois, moi, je vois un effort important. Je dis pas que c'est un effort, mais c'est peut-être lié à l'économie. C'est sûrement lié à l'économie même. Je sais pas pourquoi je dis peut-être. C'est sûrement lié à l'économie, mais on voit, il y a des rabais qui sont impressionnants, là, qu'on voyait pas, là. J'ai croisé ma soeur à l'épicerie, puis elle disait, ouais. Tu sais, 4 piments de couleurs différentes à 2,69 cette semaine, c'était impressionnant. Là. On a payé jusqu'à 6 piastres chaque. Là. Fait que, il y a un effort. Fait que, on voit des choses. Puis c'est une business. Et si tu veux être en business, il faut que tu sois attrayant, non? Effectivement. Fait que c'est pour ça que, il y a un moment donné, Gilles, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont comme oublié quel était le rôle des entreprises. Pourquoi on a des entreprises dans notre économie? T'sais? Puis, le rôle de l'entreprise, c'est de faire des profits. Puis d'optimiser les ressources. Payer des salaires aussi. Il ne faut pas oublier que les entreprises engagent du monde aussi, là. C'est d'optimiser, c'est de rassembler le monde autour d'une même mission. Si on a des tables à faire, on fait des tables. Mais si tout le monde fait le table chez eux,
ben ça va prendre peut-être 6 mois, 1 an à faire une table. Mais si on se réunit, puis on optimise nos ressources, main-d'œuvre, matériel, etc., ben nos tables vont être moins chères. Hey, C'est pour ça qu'on a des entreprises. Ben oui, quand même. Est-ce que l'épicerie en ligne, ça marche, cette affaire-là? Moi, je ne la fais pas, mais je sais que je vois des camions. Je vois des camions. Question est, est-ce que c'est profitable? Je ne suis pas sûr. Mais ils le font parce que c'est quand même intéressant pour les Canadiens. Est-ce que le marché va continuer à prendre l'expansion? Probablement, mais peu à peu. Là, actuellement, au Canada, 3,4 % des ventes alimentaires s'effectuent en ligne. C'est pas tant. C'est pas beaucoup. En fait, il y a eu un repli, là. Moi, je pense que ça va graduellement augmenter, mais pas beaucoup. Là. Pas Okay. beaucoup. Ouais. Un mot sur Couche-Tard et 7-Eleven. Comme citoyen québécois, on se dit, ben, Alain Bouchard, go, go, go. Il est en train d'aller partout dans le monde. D'abord, moi, comme beaucoup d'autres, j'ai appris que 7-Eleven, c'était japonais. J'avais aucune idée de ça. Zéro. Seven and I. Ouais, 7 and I, mais je pensais vraiment que c'était américain, sans aucun doute, parce que première fois de ma vie, comme tout le monde, je l'ai vu en Floride, à gauche puis à droite. Mais est-ce que Couche-Tard voit trop grand ou si c'est pas fini ce dossier-là, qu'on pourrait apprendre un jour qu'ils s'entendent? Non, c'est pas fini. Moi, je pense que ça va se faire. Mais éventuellement, c'est ça? Ouais, je pense qu'il va y avoir une vente, mais est-ce que ça va être approuvé? Ça, c'est une autre histoire, là, tu sais. Parce que, tu sais, vois-tu, Couche-Tard est dans 31 pays. Couche-Tard, c'est une entreprise. En passant, Couche-Tard vaut plus que Loblaws. Hein? Ah oui? Ouais. C'est pas rien. Les pas rien. Les gens pensent que c'est une petite bénérie, là, mais Couche-Tard, là, la valeur boursière de Couche-Tard est 25 milliards plus élevée que Loblaws. 25 milliards. Fait que si ta question est est-ce que Couche-Tard a les moyens d'acheter 7&I, la réponse est oui. Ils sont donc plus gros que 7&I, si je comprends bien. Ben, la capitalisation boursière de 7&I est moindre que Couche-Tard, malgré le fait qu'ils ont 84 000 magasins dans 19 pays. Fait que, tu sais, Couche-Tard... C'est toute une machine, Couche-Tard, là. C'est une machine, puis j'ai l'impression que la raison pourquoi ils veulent acheter 7&I, c'est pour optimiser leurs magasins, parce que c'est ce qu'ils font de bien. Mm-hmm. Vraiment, là. Alors, je pense que c'est ça qu'ils veulent faire, mais moi, je pense que le problème va être les États-Unis, où il y a beaucoup, beaucoup de 7-Eleven. Je pense qu'il y en a à peu près 10 000. Et puis, le gouvernement américain a moins d'intérêt à laisser deux entreprises fusionner ensemble, parce que Couche-Tard est numéro 5 au monde, 7&I ou 7-Eleven est numéro 1 au monde. Fait que, tu sais, ça serait un joueur en moins. Puis moi, j'ai l'impression que le gouvernement américain va avoir des problèmes avec ça. Exactement ce qu'on voit avec Kroger puis Albertsons. Donc, le marchand numéro 2 aux États-Unis essaie d'acheter le marchand numéro 4 aux États-Unis. Puis là, actuellement, sont en cours depuis, écoute, ça va être quasiment 2 ans. Puis je pense pas qu'ils vont être, que le gouvernement américain va approuver de la transaction. OK. Ils veulent plus de concurrence, moins de regroupement. Je pense que, en fait, ils veulent plus de concurrence. Ils veulent vraiment. Puis là, avec le débat américain, avec la présidentielle entre Trump et Harris, on voit beaucoup que la rhétorique autour de l'abordabilité, de la compétition, tout ça, le libre marché. Beaucoup de place. Ouais, libre marché, les Américains, eux autres, là, sont allergiques au monopole. Au Canada, nous autres, on n'aime pas les monopoles, mais on ne veut pas le dire trop fort. Puis quand les monopoles nous plaisent, puis le gouvernement est dans le portrait, ça ne nous dérange pas tant que ça. Les Américains, ça les dérange beaucoup. Puis, ils agissent assez rapidement. Mais nous autres, le gouvernement, dans nos culottes, c'est une partie très importante des coûts élevés de taxes d'impôts. Il faut arrêter de se faire des peurs. La réalité est là. On a beaucoup de programmes sociaux, puis ça coûte très, très cher. Puis le gouvernement... Puis on dit souvent, tu sais, les gens, quand ils sont mal pris, le gouvernement va s'en occuper comme si le gouvernement, c'est une machine à part. comme si c'était pas nos poches. J'ai une dernière petite question, professeur. Je ne veux pas abuser, bien que je réussis. En jasant avec Isabelle Huot, la docteure en nutrition récemment, elle me disait que le produit le plus fraudé au monde, c'est l'huile d'olive. Parce que avant de l'acheter, tu peux pas y goûter vraiment. Fait qu'il y a beaucoup de cochonneries. Pas de cochonneries, de mélange. Donc, t'as pas de la vraie huile. Bon, ça, c'est une chose. On sait que l'huile d'olive, ça coûte assez cher. Mais là, j'ai l'impression que depuis 5 ans, ça monte tout le temps.
Est-ce que je rêve ou l'huile d'olive est peu chère? Tu sais, on achetait ça en grande quantité, mettons un 2 litres, là, puis tu avais ça en bas de 10 piastres. Ça, le 2 litres, c'est pas mal plus cher que ça. Oui, c'est ce qui a augmenté le plus à l'épicerie depuis le début de la pandémie. En 4 ans, l'huile d'olive a augmenté de 113 %. Ouais. J'ai pas rêvé, donc. Mais je ne suis pas certain que c'est le produit le plus frauduleux. En fait, nous, on pense, selon les données qu'on a, c'est les saucisses. Ah oui? OK. Fait que si tu es un fan de saucisses, c'est ça. Parce qu'un bout de temps en Europe, tu te rappelles du scandale en Europe? Le bœuf, c'était du cheval. La viande, ça a été tout... Tu sais, c'est facile. L'huile d'olive, on peut tester, là. Puis l'Agence canadienne teste. Tandis que les saucisses, c'est pas mal plus compliqué. Écoute, ils peuvent mettre toutes sortes d'affaires là-dedans. Là. Et d'ailleurs, ils le font. et surtout, bon appétit, mon cher Gilles. Merci beaucoup, Food Professor. C'est très gentil. Okay. Salut. Bonne fin de semaine. Au revoir.